Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez envie d'être plus heureux dans votre vie? Ou à l'inverse, si en ce moment c'est un moment un peu difficile, est-ce que vous avez essayé de mettre en place certaines choses pour vous sentir mieux? De tous les épisodes que j'ai pu publier sur ma chaîne aujourd'hui, je crois que celui que vous vous apprêtez à voir est l'un des plus bouleversants à regarder et à écouter. Cyrus North nous donne une vraie leçon sur le bonheur sans nous prendre de haut, juste en traitant ce sujet de manière philosophique et scientifique. J'avoue que dans cet épisode, je ne m'y attendais pas, mais je me suis probablement jamais autant livré que sur aucune de mes vidéos YouTube jusque-là. Alors, je vous souhaite un très bon visionnage à tous, et surtout, je pense que vous allez trouver des clés pour être plus heureux. C'est parti. Et salut, c'est Major Mouvement, hyper content de te retrouver pour cet épisode qui va être hyper passionnant. J'ai la chance de recevoir Cyrus North. Cyrus North, c'est un de mes potes, mais qui est aussi l'un des mecs les plus passionnants que je connaisse sur la question du bonheur, mais avec un angle scientifique et philosophique. Cet épisode va rentrer directement dans le vif du sujet, et si jamais tu as un moment difficile de ta vie, ça va t'apporter plein de réponses. C'est parti. Salut Cyrus, ça va? Ça va et toi? Je suis tellement content de te voir. Ah, c'est un plaisir d'être là, gars. Alors il faut savoir que toi et moi, on est devenus potes. C'est vrai. Plus que parapotes. Exact. Même, on s'est rencontrés hors YouTube. Hein. Hors YouTube. Genre dans un cadre totalement improbable. Dans une le magasin de boutique. mon oncle, exactement. Ouais. Ah, c'est marrant. Je m'appelle Cyrus North. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans maintenant, où je parle de philo, socio, psycho. En gros, voilà, dès qu'un sujet m'intéresse, je le digue. Comme on dit, je le creuse en regardant ce qui est dit, en établissant un point de vue dessus, et je le partage à ma communauté. On va parler de bonheur. Alors, effectivement, j'ai sorti un livre le 18 octobre, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Le Code. Donc c'est un livre qui parle de bonheur d'un point de vue philo, d'un point de vue psycho, avec à la fois des anecdotes, mais à la fois des études, des théories, plein de choses, des vannes aussi. Beaucoup de vannes. En vrai, donc vous le savez sur ce format, alors pour l'instant il s'appelle EBPress, je ne sais pas encore si je vais lui changer de nom, mais ce qui m'intéresse pour EBPress c'est Evidence Based Practice, comment est-ce qu'on peut avoir de la vraie preuve scientifique pour améliorer nos vies, mais presque parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas de la data sur tout, on n'a pas des données sur tout et que parfois on est un peu obligé de faire au qui mieux. Ce qui est assez drôle c'est que ce livre-là, moi donc je l'ai lu quasiment day one, je crois le jour de sa sortie, je suis allé l'acheter, je l'ai lu, T'es une star. Je l'ai bouffé en une semaine. T'es une star. Je suis ton parcours depuis longtemps, on est devenus potes entre-temps, je trouve la même personne que je retrouve dans tes vidéos et que je retrouve dans le livre. Et ce livre-là m'a énormément aidé, je pense, sur des points où tu n'as même pas conscience. Et c'est aujourd'hui ça que j'avais envie de voir. Sur cette question du bonheur, comment est-ce que d'un point de vue de la philosophie, on peut l'aborder avec un angle scientifique? Est-ce que tu dirais que ton livre, c'est du dev perso? Je pense que ce n'est pas que du dev perso, mais ce serait se mentir que de dire que voilà, c'est pas du dev perso. On a un souci globalement avec le mot dev perso en France, une partie de la population, je dirais. Mais tu sais, pour moi, Sénèque, genre de la brièveté de la vie, ou Penser pour moi-même de Marc Aurèle, tout ça, c'est de la philosophie bien sûr, mais aussi du dev perso. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est là dans une logique de se développer, d'améliorer son bien-être, vivre d'une meilleure manière, ça rentre dans le chapeau immense qu'est le dev perso. Maintenant, ce n'est pas que ça, et je pense que là, c'est moi vis-à-vis de moi, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup d'études, que j'ai sourcé un maximum. Il y a une grosse part de science dans tout ce que je raconte, pour essayer de ne pas faire du dev perso un peu blabla, qui, moi, peut me déranger parfois, tu vois. J'ai besoin de facts, tu vois, j'aime les études, j'aime les chiffres, et je pense qu'une grosse partie de mon audience aussi. Ouais, moi c'est ce que j'aime chez toi. Tu bases ton contenu, ton livre, tes vidéos, certes sur ton expérience, mais beaucoup plus sur ton expérience de ce que tu as lu, de ce que tu as collecté comme information, plutôt que juste « moi j'ai vécu ça et je vous donne ça ». Moi, c'est ce qui m'a toujours gêné dans la philo, entre guillemets. J'ai commencé par une chaîne de philosophie, mais tu sais, mon parcours, c'est plutôt bac S. Ma matière préférée, c'était les maths. J'ai toujours eu à cœur d'amener de la science dans mon contenu. Et donc, dès le début, effectivement, il y a un lien qui est fait quand la philosophie rencontre la science, comme ça, qui parle de voilà, comment on est arrivé notamment au TCC, donc les thérapies comportementales cognitives. Et en fait, pendant longtemps, on n'avait pas moyen de rentrer dans le cerveau. Il y a une expérience qui a changé la donne, et je sais qu'on va en parler parce que je sais que tu l'aimes bien. C'est l'expérience de Tolman. Donc avant Tolman, c'était très comportementaliste. C'est-à-dire les chiens de Pavlov, etc.
Donc il y a des stimuli, il y a un conditionnement qui est fait. Donc en gros, il y a des inputs et il y a des outputs. Donc à l'intérieur du cerveau, on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne peut pas trop théoriser, mettre des hypothèses dessus. À la limite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pavlov en 2 mots. Pavlov, il est connu notamment pour une expérience sur des chiens, les chiens de Pavlov. Il associait un stimulus neutre, par exemple le son d'une cloche, à un stimulus conditionnel, par exemple filer de la bouffe. Filer de la bouffe, ça faisait saliver le chien, direct. Donc, stimulus conditionnel. Il y a un stimulus et il y a une réponse. Le stimulus neutre, le son de la cloche, il se passait rien, tu vois. À force de faire tout le temps cloche et bouffe, au bout d'un moment, t'enlèves la bouffe, cloche, ça salive quand même s'il n'y a pas de bouffe. C'est un peu ce qu'on a avec notre réveil le matin. Tu sais, genre, si je te fais entendre le son de ton réveil, là, maintenant, à 16h, même si t'as pas besoin de te réveiller, parce que t'es déjà levé, ça va te saouler. Conditionnement pavlovien. Le café clope. Ouais, en gros. Pour les fumeurs. Voilà. Le cinéma popcorn. J'en ai plein d'autres comme ça, moi. Mais en vrai, si tu vas plus loin, c'est tout l'apprentissage. Le conditionnement, c'est de l'apprentissage, tu vois. Et donc là, tu passes à la suite, finalement, sur aussi cette expérience avec les rats. Non, donc cette expérience de Tolman, elle est très intéressante. Il prend 3 groupes de rats et un labyrinthe. Et en gros, il y a un groupe de rats, il va pas les récompenser quand ils arrivent à sortir du labyrinthe. Ce groupe de rats sort une fois sur 2 du labyrinthe, tu vois, genre aléatoire, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à sortir. Il y a un autre groupe de rats, lui, il les récompense à chaque fois qu'ils sortent du labyrinthe. Donc en fait, très vite, les rats apprennent à sortir du labyrinthe. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la récompense derrière. Et il y a un troisième groupe de rats, il se met à les récompenser qu'à partir du 10e jour. On s'attendait à ce que ce groupe de rats ait une courbe de résultats identique au deuxième groupe, mais 10 jours plus tard, tu vois, puisqu'ils apprennent avec un retard de 10 jours. Et en fait, non. Genre, en 2 jours, ils avaient les mêmes résultats que le deuxième groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, les rats, ils savaient déjà comment sortir du labyrinthe. C'est juste qu'ils avaient aucune raison de le faire. C'est la première fois où on fait une expérience où on comprend comment ça marche dans le cerveau et on peut mettre des hypothèses de choses qu'on peut pas voir, tu vois, qui sont pas visibles. En gros, les rats, ils avaient déjà pris une bonne connaissance qui leur permettait de sortir du labyrinthe, mais comme ils n'avaient pas de raison de le faire, Exactement. ils ne le faisaient pas. Et donc là, du coup, nous, on sait aussi. On sait qu'ils avaient cette connaissance. On l'a mis en évidence, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en sortant des rats, et sur l'application concrète, est-ce que dans notre vie, parce qu'on n'a pas un objectif clair avec une récompense claire, on pourrait ne pas être motivé pour apprendre plus, pour faire des choses plus? Ah bah totalement. C'est vrai que si on le rapporte à nous, nos vies, etc., il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne s'est pas donné l'objectif ou l'envie d'une certaine manière de le faire, mais on sait le faire. On est tous les jours face à des gens qui ont la capacité de faire plus que ce qu'ils font, mais qui en fait trouvent pas l'intérêt ou, l'inverse, ont peur s'ils le faisaient vraiment, tu vois. C'est un peu la peur du succès, tu vois, quelque part, tu vois. Ce qui est un vrai truc en plus, la vraie peur du succès. Moi, j'ai des potes qui ont ça, c'est un vrai calvaire. Bien sûr. Tu dis, mais pourquoi tu vas pas? En fait, si jamais ça marche. Ouais. Bah ouais, c'est le but en fait. Après, je comprends aussi, tu vois, que t'aies pas envie que ça marche. Genre, je sais pas pour toi, là on est dans un truc un peu plus perso, mais là on a des stades sur YouTube ou Insta ou quoi, on est à un certain stade d'abonnés, etc. Et en vrai, moi, je crois que ça me va, ce stade, tu vois. Et je pense que si j'avais beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, je sais pas si je le souhaiterais. Moi, je te rejoins à 100%. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a à un moment donné mis un stop, mine de rien, et ça peut faire un peu bizarre, mais c'est le niveau de notoriété. En fait, aujourd'hui, moi, quand je croise les gens, je croise peu de fans. Au sens où, en fait, les gens, quand ils viennent me voir, ils me parlent. Ils te balancent des tomates. Ni de haters, mais les gens, ils me parlent, ils sont capables de faire des phrases complètes. Je peux être dans un restaurant, visage complètement découvert, et pendant tout le moment du repas, j'ai juste 2-3 personnes qui vont me faire un échange de regards poli, machin. Je me dis, imaginons, ok, ça va plus loin, ne pas être capable de bouffer tranquille. Bah déjà, tu vas pas au resto. Tu peux pas aller au resto. Tu peux plus aller au resto. Tu vois, la vie de Leonardo DiCaprio, je la veux pas pour un sou. Alors, bien sûr, j'irai jamais à son niveau, mais j'en avais discuté une fois avec Juju Fitcat. Je lui avais donné rendez-vous dans Toulouse. Elle m'a dit, alors Greg, je peux pas passer par la place du Capitole. Je lui ai dit, bah pourquoi? Tu passes place du Capitole, en fait, tu prends une marée humaine, tu vois. Et ça, moi, ça m'intéresse pas. Dans ton livre, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a certains passages qui ont fait écho fort à des moments de ma vie. Ouais. Et ça fait aussi écho à ta dernière vidéo, celle-ci, où tu compares un peu ta vie à un jeu vidéo, où justement tu dis, voilà, t'es arrivé à la fin d'une première partie, quasiment celle des 30 ans, où tu pensais partir dans une direction, et tu repars pas de zéro, parce que tu repars de toutes les expériences que tu as acquises. Je me retrouve un peu à ce moment-là, alors je l'ai encore jamais dit, mais moi ça va faire 1 an que je me suis séparé de mon ex-femme.
Ça a été, bah, toi tu le sais. Moi, je le sais, mais je savais pas que tu l'avais pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ok. Donc ça a été pour moi un énorme bouleversement et ça a soulevé beaucoup, beaucoup de questions. La plus grosse difficulté pour moi, ça a été de me dire, ok, depuis que je suis gosse, pour moi, je me voyais marié, jamais divorcé. Mes parents ont divorcé, je voulais pas infliger ça à mes enfants. Marié, jamais divorcé, avec des enfants et un boulot stable. Et que je me suis retrouvé là à 36 ans et pas très heureux en fait. Putain, tu fais des merdes en fait. Ouais. J'ai construit un truc sur lequel j'ai mis énormément d'énergie. Je pensais que c'était ça. Et je pensais que c'était ça. Et putain, c'est pas ça. Et il y a personne qui peut t'aider là-dedans. T'es tout seul. Ça m'a pris beaucoup de temps pour prendre la décision d'arrêter dans cette direction. Et il y a eu un grand moment de vide qui a duré quasiment 1 an. Ce qui fait que je suis capable aujourd'hui d'en parler, de me dire, en fait, j'ai eu 1 an dans ma vie de feuilles blanches. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux. Et ça a été très inconfortable pour moi, où toute ma vie, je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais construire. J'ai pris 1 mois complètement off, pas de réseaux sociaux, quasiment pas de téléphone, où je suis parti à Bali pendant 1 mois. Personne ne me connaissait. Et je me suis longtemps posé la question, est-ce que je vais vlogger, est-ce que je vais faire des stories à Bali? Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais revenir? Si, parce que j'ai les enfants. Et en fait, tu vois, même ça, je ne l'ai pas partagé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, Greg, en fait, c'est pour toi. C'est pour toi. T'as rien à prouver, t'as rien à raconter. Et c'est con à dire parce que c'est d'un cliché pas possible. Et pour des raisons de bilan carbone, je peux pas recommander aux gens de partir à l'autre bout du monde pendant 1 mois. Mais je pense que si jamais vous devez partir au bout du monde pendant 1 mois pour revenir en vous étant trouvé ou retrouvé, c'est pas un mauvais calcul. J'en reviens à ça et donc finalement quand j'arrive et je commence à avoir des éléments de réponse à mes questions et là-dedans je te jure, et c'est pour ça que tu as presque même pas cru quand je t'ai appelé en disant mec ton livre il m'a aidé, t'as pas idée à quel point. T'as fait ta tête de bah bon et tout, je suis content. Et en vrai, parce que tu m'as apporté plein de réponses sur ça. T'es plus heureux maintenant? Ouais, je suis plus heureux. Ça a été très dur, hein. Ça a été très très dur. Et une des réponses de pourquoi je suis plus heureux maintenant, c'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est sur l'adaptation hédonique. Ouais. On vous met le graphe juste là. Et je peux te dire que quand t'es en cours de séparation et que tu vois qu'il y a des Ça mecs rassure. qui ont théorisé ça et qui te disent en fait dans ta vie t'en es à ce moment là de cette courbe et si t'es en train d'en chier dans ta vie c'est parce que t'en es là mais normalement les choses devraient revenir dans l'ordre. L'adaptation hédonique c'est un concept hyper fort, je crois qu'il est né en 1971 par des psychologues américains. Ce que ça dit, après un événement extrêmement heureux ou un événement extrêmement malheureux, tu vas retrouver ton niveau de bonheur initial. Toi t'es kiné, tu le vois à quel point le corps s'adapte à tout. Et ben c'est pareil pour la psyché. On parle de la neuroplastie et tout, mais en fait c'est pareil pour le bonheur aussi. On a fait une étude avec des gens qui ont gagné au loto et des gens qui sont devenus paraplégiques. On leur a posé des questions sur comment vous vivez votre vie maintenant, comment vous la viviez avant, comment vous vous projetez dans le futur, etc. Et en fait, leur niveau de bonheur, que ce soit paraplégique, il remonte et l'auto, il redescend. Tu vois. Et donc en fait, ils retrouvent le niveau de bonheur qu'ils avaient. Tu t'adaptes. Tu vois, on est une machine d'adaptation et on s'adapte à ça. Alors ça, c'est la grosse étude qui avait fait du bruit quand elle était sortie, etc. Il y a eu ensuite des études qui l'ont précisé, qui ont dit ok c'est pas aussi simple et aussi clair. C'est des études qui vont dire par exemple que tous les individus ont un niveau de bonheur de base différent, potentiellement une partie génétique, genre des vrais jumeaux ont des niveaux de bonheur plus proches que des faux jumeaux. Même au-delà de ça, sur la prédisposition à avoir de la dépression, il y a des facteurs génétiques. Bien sûr, ouais. Alors il y a des pistes aussi, ça c'est hyper intéressant, au niveau du microbiote. Ouais. Il y a certaines bactéries dans tes intestins qui te prédisposent plus à développer de la dépression. Je pense que la dépression, c'est quand même un marqueur sur l'échelle du bonheur qui est quand même assez puissant. Tu dis qu'on aurait un état basal, et je te rejoins assez là-dessus sur le bonheur. Ouais. Avant ma prise de décision, j'ai eu pendant 2 ans, vraiment, j'étais malheureux. Et j'ai cherché plein de pistes ailleurs, et je me reconnaissais plus. Là, ça va faire 1 an, et je retrouve mon niveau de bonheur de base. De m'émerveiller de choses, mais hyper simples. Là, aujourd'hui, il a neigé. J'ai pris un nombre de photos de neige à Paris. On dirait un putain de touriste, mais... Et ça me rend profondément heureux. Ouais. Sur des choses simples, je me retrouve à refaire des blagues que je faisais quasiment plus. Je me retrouve à me marrer spontanément, ce que je faisais quasiment plus. Donc j'ai l'impression en effet de redevenir moi-même. Ouais, de te réadapter. De me réadapter. Et à l'inverse, j'avais cette sensation pendant longtemps de ne plus être moi-même. De mettre un masque qui ressemblait à Greg, mais à l'intérieur, de me voir tirer les propres ficelles pour dire là c'est un moment où il faut sourire, là c'est un moment où il faut avoir l'air concerné. Là où je retrouve ma spontanéité. Si les gens, on a tous un niveau de bonheur,
je ne sais pas si tu as la réponse, mais combien de temps ça serait normal ou anormal de se sentir décalé? Première question. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a la possibilité d'augmenter son niveau de bonheur fondamental? Dans les études qui ont débunké, entre guillemets, ou en tout cas qui ont reprécisé l'adaptation hédonique, on apprend aussi que ta vitesse d'adaptation, elle dépend aussi d'un individu à l'autre et elle dépend de ta personnalité, en gros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se réadapter beaucoup plus vite, d'autres ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc il n'y a pas vraiment de durée normale et ça dépend aussi, j'imagine, de l'événement qui t'impacte. Ouais. Tu vois, genre, t'es en pleine vague de l'amour et tu perds ton partenaire par un décès, c'est dur. Tu perds ton enfant, tu peux ne jamais t'en remettre. C'est dur. Après, j'ai du mal avec jamais. Oui, évidemment, jamais t'oublieras. Jamais ça sera un non-événement dans ta vie. Par contre, je crois et j'ose espérer sincèrement que tu peux réapprendre à apprécier plein de choses dans ta vie, tu vois. Je sais pas si tu l'as lu, je l'ai lu cet été justement quand j'étais à Bali, un livre qui a été un vrai game changer. J'ai chialé comme pas possible en lisant La formule du bonheur de Mogodat. Ouais, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas lu. Mais lis-le et lisez-le. Donc lui, il a perdu son fils. Ouais. Suite à des erreurs médicales sur une pauvre appendicite. Et c'est ce qu'il finit par dire. Il dit, bien sûr que la mort d'Ali, c'était le nom de son fils, sera toujours présente dans ma vie. Bien sûr que ça soulèvera toujours des émotions en moi. Et quelque part, c'est aussi célébrer sa vie que systématiquement ça revienne soulever ça. Maintenant, en fait, et c'est la question centrale du livre, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour le ramener? Non. Et c'est un des chapitres, on y viendra juste après, de ton livre. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Et ce livre, il est bouleversant, parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à envisager ça, en fait, combien de temps je vais laisser le malheur sur lequel je ne peux plus faire avoir une emprise de ma vie? Il bascule pas du tout dans la positivité toxique de comme ouais, c'est bon, allez, soyons heureux, t'es dépressif, arrête. Non. Acceptons qu'il faille du temps, si c'est 1 an, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, si c'est 20 ans. Ce sera une partie de ton expérience de vie qui sera douloureuse, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Ouais. Finalement, ni toi ni moi ne sommes spécialistes, mais bien sûr. Probablement que si jamais ça dure trop longtemps, que ça a un impact majeur sur votre vie, évidemment, n'hésitez pas à consulter et que des recours parfois à une aide extérieure, un psychologue, un psychiatre et une aide chimique ou votre médecin généraliste peut vous aider si jamais ça a un impact trop fort. Là, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de patients, des jeunes, qui vont pas bien sans avoir eu d'événement particulier. L'événement, vous le sous-estimez de ouf. Mais si vous aviez entre 16 ans et 25 ans, et une fois de plus, c'est pas une question d'âge, mais et que vous avez pris le confinement sur la gueule, et qu'en fait, juste vous vous êtes senti vaciller, perdre pied dans vos relations, dans votre rapport à votre corps à ce moment-là, même si c'est pas un événement en particulier, mais finalement une situation qui a duré, qui a modifié votre psyché, et que ça va pas bien depuis, allez consulter. Et même en dehors du confinement, il y a tellement de raisons d'être anxieux. Oui. On va pas les citer là pour pas les popper, mais on les connaît, on les voit, elles existent, elles légitiment. En fait, tout est légitime à partir de ressent un mal-être d'aller consulter. Donc évidemment que ça joue tout ça. Tu vois, on est des éponges, on va pas se mentir, tu vois. Et encore plus les gens, je pense, qui regardent ton contenu, tu vois. Les gens qui nous écoutent là. Je pense que les gens qui s'en battent les steaks, ils n'ont pas besoin de ce genre de contenu. J'ai quelques go muscu, hein, mais qui n'auront pas cliqué sur cette vidéo. Les mêmes, tu sais, qui quand ils regardent mes vidéos, ils disent « Mec, t'as un physique de fragile, pourquoi tu montes des exercices de muscu ?» Tu sais que tu t'étais fait un peu débunk, d'ailleurs, sur ta... Ouais. T'as eu une période de muscu. Et tu l'as regardé la vidéo ou pas? Parce qu'en gros, le gars, il a fait un mini à titre hyper agressif. Et en fait, tu regardes la vidéo, il est en mode... alors ça, il dit ça, c'est intéressant. Bon, ça, je suis moins d'accord. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça donne envie aux gens. Tu sais, je suis en mode... Gab me défonce pas en titre si c'est pour m'encenser dans la vidéo. C'est vraiment pour avoir du clic, quoi. Après, il y avait un physique quand même. Il y a encore un physique sous le pull. Mais là, t'es... Je sais pas, gars. Je sais pas. Dites-le nous en commentaire. On va faire une vidéo d'analyse de Cyrus quand il sera dans un cycle. Ouais, quand je serai dans un meilleur mood là. Parce que là, il y a les galettes des rois. Voilà. Oh, je te mettrai, je crois que tu me l'as mis par audio en plus. Mec, il y a la période qui allait temps. Après, je te rassure, franchement, la plupart des pratiquants de muscu, ils me donnent la même réponse. Mais c'était parce qu'on s'est attaché à une image de nous qu'on a vue à un moment, qu'on a envie et c'est celle-là qu'on a envie de présenter aux gens, tu vois. Les deux créateurs qui m'ont dit c'est quand tu veux, c'est Thibaut InShape et Alex Levent. Tu les prends à 2h du matin, à 16h ou à 14h, n'importe quel mois de l'année, ils ont le même physique quasiment. Après, ils ont dédié leur vie à ça, quasiment. Dédié. Moi, je la prends pas leur vie. Hein. Je suis content de les voir, c'est des bons potes, mais je la prends pas leur vie. On était en train de dévier. Les amis, je prends juste 2 minutes
pour vous demander un truc qui est hyper important pour moi. Vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos et à ne toujours pas être abonnés à la chaîne. Alors s'il vous plaît, prenez juste 2 secondes pour vous abonner et pour liker cette vidéo. Et si vous pouvez me mettre un petit commentaire genre « Cool Greg pour cette vidéo », ça compte énormément. Je vous assure que plus vous serez nombreux à réagir sous mes vidéos, plus je pourrai avoir des invités de qualité et évidemment vous proposer du contenu qui vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention. On reprend tout de suite. Il y a pas mal de choses qu'on fantasme sur le bonheur, tu vois. Oui. On se dit, ouais, il y a des gens qui doivent être heureux tout le temps, qui sont émerveillés partout, machin. Regarde, dans la réalité, non, la plupart des gens, ils se posent autant de questions que toi. À tout niveau. Je pense qu'il faut aussi être lucide avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, on parlait de génétique ou de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui se prennent plus la tête que d'autres. Il y a des gens qui sont plus anxieux que d'autres. Et c'est d'ailleurs généralement les gens qui écrivent ou lisent sur le bonheur, tu vois. Je pense qu'on est un peu dans ce sac-là, toi et moi. Il faut accepter que ça fait partie de ce qu'on est et que notre vie, elle n'est pas moins bien pour ça, etc. Et il ne faut pas fantasmer un bonheur qui... Ce serait permanent. Si j'étais heureux, ça aurait été beaucoup mieux, machin. Les gens tout le temps heureux, ça n'existe pas. Ou alors, c'est les moines, et ça, on y reviendra peut-être. Mais ça, c'est autre chose. Tu coupes tout attachement. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas prêts à vivre une vie comme ça et ne veulent pas d'une vie comme ça. Ce que je peux comprendre. Tu vois. J'ai vu un truc, c'est une citation qui te dit « Il y a déjà des objectifs que tu t'étais fixé qui devaient te rendre heureux, que tu as déjà accompli. » Ouais. Quand tu dis est-ce qu'il y a moyen de monter son niveau de bonheur de manière tangible, un peu plus sur long terme et tout, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut amener dans sa routine, dans ses habitudes, parce que les habitudes, c'est quand même un gros pan de ta vie. En fait, on se rend pas compte, mais faire un petit truc tous les jours pendant des années, à la fin, c'est une quantité énorme de temps qu'on a consacré à ça. On est vachement défini par ses habitudes. D'ailleurs, quand on meurt, souvent, c'est les habitudes qui restent. C'est-à-dire qu'on dira ah, Greg, il faisait ça tous les matins. Ah, Greg. Si tu veux savoir le seul truc que je fais tous les matins, j'espère qu'on va pas se rappeler. Bon. Il allait au chiottes tous les matins. Mais cela dit, tu vois, après, il y a des habitudes, je te dis ça. Moi, mon grand-père, c'est perso ce que je vais te raconter, mais bon, il était tranquille avec sa nudité. Ok. Ok. Et donc, souvent, quand on le croisait et qu'il était sur le chemin de la salle de bain ou de la chambre, et ben, il disait ah, j'ai mis mon pyjama qui se repasse pas. Et moi, j'ai mis des années à comprendre pourquoi il y a un pyjama qui se repasse pas, tu vois. Et bah, tu vois, je garde ça et c'est pour moi, c'est associé à un souvenir heureux de oh putain, j'avais pas envie de te voir à poil, mais en même temps, je suis content parce que c'est un peu rigolo, tu vois. Tu le dis dans ton bouquin, mais ça, je trouve que ça fait toujours du bien à dire. Ouais. Est-ce qu'il y a qu'une seule voie d'accès au bonheur? Non, mais je pense que ce que je voulais dire sur les habitudes rejoint un peu ça. Du coup, il y a plein de choses différentes que tu peux incorporer dans tes habitudes. Et il y en a, genre par exemple, méditer, ça va leur faire un bien fou. Et juste incorporer ça, ça va te rendre un peu plus heureux. Il y en a, ça va être prendre soin de leurs plantes, aller se promener, prendre du temps pour eux, ou à l'inverse, prendre du temps avec... Moi, à un moment, par exemple, je me suis rendu compte que, putain, je vois pas assez mes potes. Et en fait, si je fais pas la demande et eux, ils font pas la demande non plus, on se verra pas. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, chaque semaine, minimum, j'ai dû le théoriser, en fait, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera, ah non, moi, je les vois trop déjà, mes potes, tu vois. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, en fait, ce qui est commun pour tout le monde, c'est de s'écouter et de comprendre ses besoins. Mais évidemment, on a tous des besoins différents. Et donc, on a tous une manière d'accéder au bonheur qui est différente, tu vois. Moi, dans mes moments de bonheur, un truc que j'ai trop longtemps sous-estimé, c'est le sport, clairement. Quand je fais du sport, je suis heureux. Mais il y a un temps dans le sport, c'est le moment dans les vestiaires. Pas que parce que je vois des gens à poil, ça c'est le... C'est l'effet grand-père, ça. Hein, c'est l'effet grand-père, exactement. Mais c'est plutôt que après le sport, mon cerveau, il arrête de penser et t'es purement dans l'instant présent. Les conversations de vestiaire, pour moi, c'est les meilleures conversations de la Terre. Elles ont ni queue ni tête. Tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, mais ça a de l'emprise sur personne. Et tu passes un bon moment. Toi, tu as choisi un peu le stoïcisme comme étant une des passerelles. Quand je dis faut se détacher de ce qui dépend pas de nous, c'est un principe stoïcien fort, tu vois. Mais c'est aussi un principe bouddhiste, par exemple. Il y a des philosophies du bonheur. C'est des philosophies où, en gros, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être plus heureux? Et il y a eu différentes réponses. Par exemple, le bouddhisme, ça vient notamment de celui qu'on appelle Bouddha, donc Siddhartha Gautama, qui en fait avait déjà lu pas mal de trucs qui avaient été écrits donc, avant lui, etc. Et lui, ce qu'il a apporté, c'est surtout la pratique de la méditation, une compréhension expérientielle des choses, et pas seulement intellectuelle. Là, la conversation qu'on a, c'est une compréhension intellectuelle. Genre, tu vas lire un truc, compréhension intellectuelle. Par contre, ton corps ressent quelque chose, ou genre, tu fais une expérience particulière, c'est une compréhension expérientielle du truc. Et ça, par exemple, la méditation, ça aide énormément, tu vois.
comprendre que je dois pas m'attacher à ce qui dépend pas de moi. Comprendre que les émotions qui te traversent Ouais, ne sont que des émotions et c'est pas des identités de ta part. voilà, ou l'impermanence des choses. Typiquement l'impermanence. Ça, tu peux le comprendre intellectuellement, mais quand c'est ton corps qui le comprend, c'est différent. Tu Un vois, truc ça n'a rien à voir. Un parfait exemple que j'ai ressenti, que tu as ressenti, ton deadlift en max. Ah, on a beau te donner toute la théorie du Ouais. deadlift Ouais. et te dire de porter lourd, une fois que tu viens le chercher, tu portes lourd et que tu ressens dans les sensations physiques, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Une recette. Le sexe. Le sexe. Entre genre lire comment faire la bouffe et ensuite la faire soi-même, forcément, tu vois, genre tu comprends pas de la même manière. Ça, c'était un exemple sur le bouddhisme. Il y a eu d'autres philosophies. Il y a eu le stoïcisme. Vous connaissez peut-être pas le stoïcisme, le mot, mais vous connaissez peut-être Sénèque ou Marc Aurèle, ou au moins vous connaissez Gladiateur. Mon nom est Gladiateur. Le film avec Russell Crowe. Le mec, il est général, il devient esclave, il devient gladiateur, et pendant un court instant, il devient quelque part empereur. Tu vois, en tout cas, il a les mêmes pouvoirs. Et à chaque fois, il n'y a pas un moment dans le film où il râle. Il n'y a pas un moment dans le film où il dit c'est injuste. La mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire à la mort. Ça, c'est très stoïcien. Quand il pleure et qu'il bave sur les pieds de son fils pendu et carbonisé, il est pas yimba. Non, mais il est triste, bien sûr. On parle pas de pas ressentir ses émotions. C'est pas un guerrier sans âme. À l'inverse, un vrai guerrier, il voit ses émotions. Il les accepte, tu vois. Il va pas les éviter, il va pas dire non, moi je ressens pas ça. Non, non, moi je ressens ça, je chiale ma race. Ça doit durer le temps que ça dure. Après, je fais ce que je peux faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ramener mon fils, je peux pas le faire. Par contre, me battre et devenir un bon gladiateur, ça je peux le faire. Tu te rappelles une des premières conversations qu'on a eues? Je t'avais dit, moi j'ai un problème avec le stoïcisme, que je croyais comprendre, Ouais. mais que je comprenais pas. C'était la dérive que je vois dans le dev perso de gamins de 20 ans ultra bodybuildés. Tu sais qu'ils vont mettre un peu en scène une rupture amoureuse et derrière, pour ne plus jamais rien ressentir, vont s'enfoncer dans la meilleure version d'eux-mêmes Ouais. où ils ne vont plus rien ressentir et ils disent voilà, c'est ça le stoïcisme, c'est se couper de ses Ouais. émotions. Et quand je vois ça, je me dis les gars, mais belle vie de merde. Alors déjà, un, vous n'y arriverez pas. De deux, vous pouvez faire semblant sur Instagram de Ouais. faire semblant que vous êtes ça, mais c'est peut-être juste que vous avez l'incapacité d'avoir accès à vos émotions et de pouvoir les gérer en fait. Gladiator, il gère ses émotions. Voilà. Il les gère, il les contrôle pas. Quand je dis ça, on me dit ouais, mais on peut pas contrôler ses émotions. Grave. Et c'est pour ça que j'ai pas utilisé le mot contrôle. On les gère, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une émotion qui arrive et on la regarde. On se dit ok, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Et déjà, le fait de la regarder et d'en prendre conscience, tu passes dans le cortex préfrontal, si je dis pas de la merde, tu vois. Et donc du coup, Tout à tu fait. as une méta-analyse du truc et donc forcément tu prends une distance par rapport à cette émotion et donc tu la subis moins de plein fouet, tu vois. Mais effectivement, on voit cette dérive sur les réseaux et c'est vachement, tu sais, en plus ça a toute l'esthétique romaine, genre du guerrier, de la statue de marbre, et très viriliste en fait. Mais je pense que c'est des gens qui, à mon sens, sont passés à côté d'une partie du message du stoïcisme, qui est de dire voilà, l'idée c'est pas de ne pas écouter ses émotions. Il y a une vulnérabilité dans le stoïcien. Et je dis stoïcien depuis tout à l'heure, mais en vrai, dans n'importe quelle recherche du bonheur, tu vois, il y a une vulnérabilité et tu peux pas faire sans tes émotions. Tes émotions, elles sont un guide, elles te donnent des infos sur ce que tu as besoin de travailler peut-être, sur ton entourage, sur tes désirs, tes besoins, etc. Tout ça, les émotions, elles sont primordiales. Tu te coupes de ça, tu te coupes de ta boussole, tu vois. Ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Ouais. J'ai trouvé ce chapitre hyper intéressant. Tu peux nous l'expliquer? On peut voir le bonheur comme une fraction un peu mathématique. Satisfaction divisée par désir égale bonheur. Donc plus j'augmente ma satisfaction, plus je suis heureux. Plus j'augmente mon désir, bah moins je suis heureux. Si les deux augmentent de la même manière, ça change rien. Par contre, si je diminue mon désir, bah là forcément je suis plus heureux aussi. Donc tu as deux manières d'être plus heureux, soit tu augmentes la satisfaction, soit tu diminues ton désir. À partie philosophique, les épicuriens ils sont plutôt sur augmenter sa satisfaction. Donc ils vont être en mode la moindre bouffe ou le moindre verre d'eau, kiffe, tu vois, genre concentre-toi sur ta satisfaction, tu vois. Tu pisses, gars, quel plaisir de pisser, tu vois. Tu vois, ils sont là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été déformé du coup avec genre, ouais, lui c'est un épicurien, c'est un kiffeur et tout. Et donc aujourd'hui, on a dans l'image un épicurien qui est dans l'excès. Les épicuriens, ils sont pas du tout dans l'excès, tu vois, le vrai épicurien. D'ailleurs, ils disent carpe diem, cueille le jour. Quand on cueille, si tu cueilles tous les fruits qu'il y a sur l'arbre, bah, t'as plus rien à manger après. Donc la cueillette, ça implique cette modération. On leur donne une image de merde qu'ils méritent pas du tout. Bref. Après, si, le cercle des poètes disparus. Très, très épicurien. Je l'ai pas vu, frère. Mais non. Carpe diem.
Là, clairement, Allez, dans les j'ai- commentaires, dites-moi que vous avez vu. Je sais, et je sais. surtout, dites-moi que Cyrus, C'est- c'est un comble. Le mec a lu Sénèque, il a lu Aristote, il a lu Platon, Schopenhauer. Ouais. Je connais pas d'autres philosophes. Et il n'a pas vu le cercle des poètes disparus. Mec, tu vas chialer. Enfin, aparté terminé. Donc, tu m'as dit, les épicuriens, eux, ils augmentent leur satisfaction. Et les stoïciens, ils diminuent leur désir. Oh, Et donc, une des manières de diminuer le désir, c'est juste déjà de désirer que ce qui dépend de toi. Si tu dis, j'espère qu'il fera beau demain, Hmm. un stoïcien, il dira jamais ça, si tu veux. Parce que ça dépend pas de moi qu'il fasse beau ou pas. Donc, si je me mets à espérer ou à désirer un truc qui dépend pas de moi, trop dangereux, quelque part. Tu vois, genre je mets mon espoir et mon désir dans les mains de quelqu'un d'autre sur lequel j'ai aucun contrôle, laisse tomber, tu vois, trop galère. Par contre, je peux désirer que ce qui dépend de moi, tu vois. je vais m'acheter un kawaii dans le doute. Ouais, Et je vais prendre une couleur qui me plaît bien. voilà, Hop, voilà. je suis épi stoïcien. Voilà, je désire ce parapluie que je serais trop content d'avoir avec moi et tout. En dehors de la métaphore sur la météo, tu vois, c'est ce que tu disais sur le gars qui a écrit le livre sur son fils, tu vois. Mogodat. Voilà. Effectivement, je peux rien faire sur le fait qu'il soit mort. Tu vois, il est mort. Et d'ailleurs, les stoïciens ils ont même une autre phrase pour ça, c'est Épictète qui dit « je l'ai rendu ». Il aurait dit « mon fils, je l'ai rendu ». C'est un prêt, tu vois. Ah, ouais, je peux dire, le jour où tu auras des gosses, moi, Bien sûr. je peux pas. Tu vois, j'ai déjà loué des skis, j'ai déjà loué un Airbnb pour un studio. Mon fils, je peux pas le rendre. Ouais. Mais ça rejoint le memento mori. Donc souviens-toi que tu vas mourir. J'étais au Népal, en tout j'ai fait genre 20 jours de méditation en silence, tu vois. Et t'as pas le droit de parler, tu vois. Genre c'est en noble silence, tu te lèves à 4h30 du mat, tu médites toute la journée, enfin bref. Tu peux poser des questions. Et on a des cours aussi, un cours du soir avec des enseignements et tout. Ça c'est la partie intellectuelle et toute la journée c'est la partie expérientielle. Et on nous parle de ne pas s'attacher aux choses quoi finalement, tu vois. Moi, je pose des questions, tu vois, je dis, mais comment tu fais pour pas t'attacher aux choses? Et puis, j'ai du mal à comprendre aussi le truc, le point de vue, enfin, le rapport entre Memento Mori et le fait de pas s'attacher, tu vois. Il me dit, bah là, si je te prête ma montre, tu vois, et je te dis, dans 3 jours, tu me la rends. Dans 3 jours, tu sais que tu vas me la rendre. Bah, en vrai, tu vas pas t'attacher à la montre. Tu vas pas t'attacher à une montre que tu sais que tu vas rendre, tu vois. Ou une fringue ou quoi, juste tu vas la kiffer. Tu vas dire, ah putain, je suis trop content. Ouais, bon, faut que je la rende dans 2 jours. Mais du coup, tu vas pas développer un attachement outre mesure parce que tu sais que de toute façon, tu vas devoir la rendre et que tu vas pas l'avoir éternellement. Bah c'est pareil pour Épictète quand il dit je l'ai rendu, quand il parle de ses enfants ou de sa femme. C'est pareil, tu vois. Un peu échangiste, Épictète. Je l'ai rendu, je l'ai récupéré, je l'ai prêté vendredi soir. Et ça, c'est le memento mori, le fait que se rappeler de l'impermanence des choses, se rappeler qu'on va tous mourir, etc. Ça aide le stoïcien ou n'importe qui s'intéresse au bonheur et qui est dans cette logique-là. Bon, bah ça sert à rien de peut-être m'attacher outre mesure. Évidemment, là, ce que je dis, ça a l'air genre, 1, impossible, 2, non souhaitable, parce qu'en fait, t'as envie de t'attacher à tes enfants. Et je dis pas, il faut faire ça, tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a une sagesse ancestrale qui parle de ça. Et c'est un peu comme une direction. C'est pas un truc forcément à appliquer, mais c'est un truc à garder en tête, c'est une direction à avoir, c'est un garde-fou à dégainer si t'as besoin de le dégainer. Je trouve ça assez juste. Je vais te donner un exemple un peu concret, peut-être que vous allez pouvoir vous en rendre compte, quels que soient vos projets. Moi, il y a eu un moment donné où Major Mouvement, ça m'a fait peur. C'était après la sortie du premier bouquin, je commençais à me poser des questions sur moi et ainsi de suite. Et je me suis dit, waouh, et si jamais demain je fais une connerie, légitime ou pas, hein, tu prends un bad buzz, un truc et machin et tout, et que je perds tout ça, est-ce que c'est grave? Et très vite, je me suis dit, non, c'est ok en fait. J'aurais kiffé l'expérience, je l'aurais perdu. J'ai la chance d'avoir un métier que j'aime et reprendre la vie que j'avais avant, je la reprends dès demain. Ouais. Dans les deux sens du terme, tiens. Et le fait de me dire ça chaque jour fait que quand il y a des journées de Major Mouvement que je kiffe, comme aujourd'hui là où c'est un moment de tournage, putain, je ressens que de la gratitude. Et quand il y a des journées que je kiffe pas, où je dois récupérer les papiers, refaire des factures, organiser des tournages, merci Guillaume d'être là. Avant que tu sois là, je faisais ça et vraiment ça me prenait une charge mentale de dingue et ça avait un impact négatif sur moi. Je me disais, n'oublie pas que tout ça tu l'as souhaité, que tu peux faire le choix que ça s'arrête ou qu'un jour on t'imposera le choix que ça s'arrête et juste profite du chemin. C'est passager. C'est passager. Sur une autre thématique aujourd'hui, je vois mes enfants grandir. C'était un des gros questionnements que j'avais par rapport à la séparation, de passer moins de temps avec eux là. On est à 50-50. Ils sont à un âge parfait. Là, ils sont à un âge parfait. Ils ont 8 ans et 5 ans et je te jure que je profite mais de chaque instant avec eux, c'est un pur bonheur. Et j'en profite encore plus parce que je sais que ça n'est que passager. Et j'ai vu une vidéo qui m'a bouleversé.
Sur Instagram, il n'y a pas que des conneries. Quand même. C'est un mec qui disait si vous vous sentez fatigué parce que vous avez 2 enfants en bas âge, dites-vous qu'un jour, ces piles de linge sale à ramasser, ces tables et ces sols à renettoyer, ces cartables à vérifier, un jour ça vous manquera. Putain, ça t'a bien ciblé, hein, Instagram. L'algo, il t'a... Putain, le mec il lit l'algo. dans mes pensées, il est chaud. Si vous avez un enfant de 8 et 5 ans... Et ton livre, une fois de plus, je sais que t'aimes pas trop en parler, mais il m'aurait pas touché pareil à 20 ans. Il m'aurait pas touché pareil à 30 ans. Il me touche pas pareil encore aujourd'hui. Et je me touche pas pareil avec. Mais parce que, en fait, et c'est ce que je trouve génial avec la philo, c'est que t'es un messager et c'est après à nous d'interpréter le message. Je t'ai dit des trucs dans ton bouquin en disant j'ai compris ça et toi-même t'étais genre ah. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi avec mes bouquins. Il y a des gens qui ont compris des trucs sur leur life, c'est même pas ce que j'avais écrit. Ouais. Quoi. T'as une part d'interprétation, forcément. Et c'est pour ça que j'ai mis... Tu sais, genre, je te dis, j'ai mis un peu plus d'1 an. Mais en vrai, là-dedans, il y a des trucs que j'ai captés il y a 15 ans et il y a des trucs que j'ai captés il y a 2 mois, tu vois. Ouais. Mais ça se sent. Quand je te dis, j'ai retrouvé le même personnage dans ton bouquin, c'est que j'ai vu des cheminements que tu as eu dans des anciennes vidéos à l'époque où on se connaissait même pas, que tu transmets aujourd'hui, mais tu le transmets de manière plus limpide, avec plus de maturité. D'un point de vue concret et pratique, ce que j'aime dans ton discours, et c'est aussi ce que tu évoques à la fois au début et à la fin du bouquin, c'est sur le titre du livre, sur le code en fait. Et ce que tu dis aussi dans ta dernière vidéo, c'est qu'en fait, ce que tu donnes, c'est un peu une ligne directrice, mais qui est très ouverte et adaptable à chacun, en fait. Ce que C'est tu mon aurais code. aimé, c'est ton code, Ouais. mais c'est un code qui est très ouvert, contrairement au code de la route, qui est assez fermé. Ne pas confondre avec le code de la route. Après, C'est moins bien. à certaines heures, dans certains coins, Ouais. c'est très ouvert aussi, le code de la route. Vraiment. Bon, t'es obligé d'être un petit peu percutant dans tes chapitres, être un peu genre, ne faites pas ci, faites ça, machin. J'aime pas parler comme ça aux gens, tu vois. Genre, je trouve ça un peu trop paternaliste, c'est pas mon délire. Ou en tout cas, je veille à ce que ça le soit pas. Mais pour autant, il faut quand même le faire pour que ça ait cette prestance, cette force, que ça impacte quand même les gens. Et donc, en fait, à un moment, je me suis dit, non, mais là, quand je le dis comme ça, c'est avant tout pour moi, tu vois. Mais tu l'écris en plus dans Tu le vois. bouquin. Et je suis le premier lecteur. C'est un peu, tu sais, Marc Aurèle qui fait penser pour moi-même. C'est un peu ça, tu vois. Genre, il écrit un livre pour lui. Comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir? Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran? Est-ce que j'ai eu l'indécence de me comparer à un moment donné à Marc Aurèle dans cette conversation? Peut-être, je suis vraiment désolé. Les gens l'auront vu, ils t'auront jugé fort. Là, il se compare à Marc Aurèle, c'est bon, il a switché. Waouh! Ouais, c'est une proposition. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de manières d'être heureux. Il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Je vais pas dire de nom, tu vois, mais je connais des gens, ils veulent pas explorer ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, c'est pas ça qui les rendra heureux. Ou alors, ils sont pas prêts pour le faire. Donc, tu vas pas les forcer. Tu vois, donc, il y a plein de manières d'être heureux différentes. Ça, c'est une proposition. Voilà, il y en a d'autres. À ne pas Mais, confondre, mais ne prenez pas de drogue. Non, ce que j'allais te dire, à ne Ouais. pas confondre ton code avec ton god. Il y a un vrai choix. Et je peux dire que Qui a eu cette idée? il apporte tout un tas de vibrations également. Voilà, ça on le dit pas assez. Qui a eu cette idée? En gros, moi j'avais fait le cercle, c'est moi qui l'ai designé. Un cercle dessiné par un enfant de 8 ans quand même. Ouais, On mais- n'est pas très cerclique. Mais justement, tu te souviens ce qu'on s'est dit là sur le stoïcisme et genre les guerriers, etc., qui se voient en mode parfait. Bah moi je voulais pas faire un cercle parfait. Je voulais faire un truc qui représente cette vulnérabilité, ce mouvement, cette impermanence. Habile. Et donc c'est pour ça que je voulais le designer, tu vois. Et bref, moi j'ai fait le design machin et tout, et le gars il a dit, en fait, il a proposé le fait qu'on le coupe. Et je fais, on peut faire ça? Grave, on fait ça, tu vois. C'est vrai que c'est chouette. Je sais pas si t'as vu, dans mon bureau, Ouais. il y est affiché, ça fait plaisir, Ah, tu régales. à côté de Jean Covici. Quelle classe. Pour finir cette interview, Cyrus, Ouais. est-ce que tu peux me donner tes 3 astuces pour être heureux? Je dirais que c'est une discussion déjà, plus qu'une interview. Ça me fait plaisir. Non mais j'avais mon stylo tout du long et mon calepin. C'est vrai. Essayer de se laisser un peu plus tranquille, être bienveillant avec soi-même. Faut pas tomber dans l'extrême inverse. Parce que je veux absolument être heureux, eh ben je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me donner tel objectif, machin. T'es en train de t'éloigner aussi du truc, tu vois, genre. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Les objectifs de 2022. Soulever 170 kg au deadlift, refaire le half marathon des sables, faire une séance de yoga par semaine, méditer 3 fois par semaine, un cours de kiné par mois, un livre par mois. Ouais. Ah, je me rappelle bien de ça. Je veux dire, laisse-toi tranquille aussi, tu vois. Laisse-toi tranquille. Explore, tu vois. Explore ce qui te fait kiffer. Tu vois, que ce soit de la poterie, que ce soit de la méditation, que ce soit Les Warhammer. être seul, les Warhammer, être seul ou être avec des gens.
peu importe, tu vois, explore tout ça et en fait, reviens à toi et à tes valeurs. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes valeurs, etc. Oui, tu as un chapitre sur les valeurs. Ouais, c'est quoi qui te parle et essaie de faire des choses qui vont nourrir ces valeurs-là, tu vois. On peut se tromper dans cette quête de se trouver soi-même, de se trouver ses propres valeurs. De ouf. Mais je pense que quand tu te trompes, tu le ressens assez vite. Soit tu le ressens, soit on te le fait ressentir, tu vois. Que t'es à côté de la plaque, tu vois, et que c'est pas vraiment toi. C'est ce que t'aimerais être, ou c'est ce que tu penses que les gens attendent de toi, ou tu penses que notamment tes parents attendent de toi. Il y a plein de trucs qu'on fait pour ses parents et pas pour soi, tu vois. Un des meilleurs conseils pour être heureux, c'est d'arrêter de mentir, tu vois. Que ce soit aux autres, mais surtout à soi, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu fais le travail d'arrêter de mentir aux autres, T'arrêtes pas de mentir à toi. tu te rends compte beaucoup plus quand tu te mens à toi-même. Et le fait de moins se mentir, ça fait que les actions que tu vas faire sont beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il faut que tu fasses pour être heureux, d'une certaine manière. Cyrus, c'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est un plaisir de t'avoir. Bah, de Enfin, t'avoir, toi, moi, c'est Ouais, c'est vrai. C'était un plaisir de me faire avoir par toi, en fait. Dans le bon sens du terme. Est-ce que tu peux poser une question Ouais. que je poserai au prochain invité? Waouh. Tu sais qui c'est déjà Non. ou pas? Écoute, une question. Je dirais, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Waouh. Ok. Voilà. Cyrus, merci infiniment. Voilà, bon courage à la personne Ouais, qui va répondre à cette courage. question. Franchement, c'était un vrai plaisir, Cyrus. J'espère Merci que à toi. cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce moment vous aura plu. Évidemment, je ne peux que vous recommander le livre de Cyrus, de retrouver Cyrus sur notamment ta page YouTube. Ciao. Merci Cyrus, à c'était toi. trop cool. Ciao. Si jamais tu as aimé cette vidéo, je t'invite à découvrir celle-ci de Cyrus où il parle de son parcours et de pourquoi il a écrit le code. Et puis tu peux regarder cette vidéo sur mon bilan 2022 où je te partageais un peu à cœur ouvert tout ce que j'avais essayé de mettre en place pour être plus heureux et qui avait en partie échoué. Allez, à la prochaine.